Bonjour. Donc, comme tous les mercredis, une fois de plus, un scientifique vient vous présenter un petit peu l'exposition montée à l'occasion du bicentenaire du muséum et du livre donc, qui a été créé et publié à cette occasion, montrant les richesses, certains trésors de nos collections. Donc, je suis entomologiste, je m'occupe des coléoptères et je vais vous montrer donc voilà ma petite sélection de ces beaux animaux. Alors, pour commencer, je vous expliquerai vite quand même à quoi ressemble un coléoptère. Un coléoptère, donc, est un insecte à six pattes, avec des antennes. Et donc, contrairement aux araignées qui ont huit pattes et des choses comme ça, donc voilà l'insecte. Et donc, les coléoptères se reconnaissent généralement aussi parce qu'ils ont une de leurs deux paires d'ailes rigides, ici, et ça leur confère vraiment un aspect, donc ce sont des insectes boucliers, puis ça leur a permis vraiment d'avoir euh, une capacité au niveau physiologique et dans la construction du corps pour résister à toute une série d'environnements, que ce soit sec ou humide. Et ils sont devenus un des groupes assez rapidement donc, les plus diversifiés du monde vivant, avec aujourd'hui plus que 400 000 espèces décrites, si on imagine qu'il y a environ 5 000 espèces de mammifères, 20 000 d'oiseaux. Vous voyez, on a encore une grande réserve d'espèces à décrire. Donc maintenant, je vais vous parler des collections. Et je vais commencer, donc on va faire, l'exposition se déroule chronologiquement, donc on va suivre un petit peu donc, ce fil. Et je vais commencer donc par un scarabée tortue, la Mesophalia turrita, qui est donc un insecte que vous voyez dans ce cadre entomologique, on appelle ça ainsi. Et j'ai sélectionné cet insecte parce qu'il appartient en fait à la collection de Louis Jurine, qui est donc un naturaliste et médecin genevois. Son, donc de 1751 à 1819, donc il a vécu, et sa collection est arrivée en 1846. Il s'agit d'un spécimen récolté au Brésil, donc là nous le savons. Nous n'avons pas la date de récolte, mais partant du principe que c'était donc de la collection Jurine, clairement ce spécimen a plus que 2 siècles et c'est un des plus anciens spécimens d'insectes de coléoptères, en tout cas de notre collection, qui compte donc la collection de coléoptères du muséum. Il faut savoir donc actuellement c'est plus que 7000 cadres contenant environ 1 200 000 espèces, spécimens, euh, représentatifs d'environ 60 000 espèces, c'est-à-dire à peu près un cinquième de la diversité connue et décrite, et avec des milliers d'espèces encore à décrire. Et donc voilà, tout est regroupé dans une collection générale avec des étiquettes de provenance. Et puis, donc voici, donc ça c'était ma première sélection, qui est donc ce scarabée tortue de Jurine. Alors, c'est les coléoptères, on va passer maintenant au Pachyrhynchus, qui sont en fait un groupe de charançons. Les coléoptères, on peut prendre toute une série de formes. Donc, il faut savoir que les coléoptères sont totalement, généralement inoffensifs. Il n'y a pratiquement aucune espèce susceptible de faire des dommages médicaux aux hommes, hormis quelques irritations dans certains cas, mais très rares. Ils font de gros dégâts, en général, plutôt aux denrées alimentaires ou parfois des constructions faites par les hommes. Là, par contre, on a affaire donc à des petits charançons qui vivent en Asie du Sud-Est et qui sont représentatifs voilà, de la diversité et de la beauté que peuvent avoir ces bêtes. Ce sont des bêtes qui marchent très peu, très lentement, qui ont des ailes atrophiées et donc ils sont des herbivores, ils se nourrissent des phytophages, ils se nourrissent de plantes. Et ils ont développé, parce qu'ils sont bien sûr nourriture d'oiseaux, entre autres, cette faculté de. En fait, leur corps est devenu très rigide et lisse, ce qui fait qu'il est un petit peu difficile à saisir par le bec des oiseaux. Et en combinaison avec ces couleurs intéressantes, ces quadrillages, ces cercles et vraiment ces motifs déroutants, ça brise un peu la silhouette du corps et les rend donc un peu moins vulnérables à leurs prédateurs. Alors, ces animaux, notamment ce groupe, sont des espèces qui ont une distribution très réduite, souvent donc dans les forêts tropicales, et ils sont actuellement fortement menacés, notamment par les cultures d'huile de palme et du soja et de la déforestation.
Donc maintenant, nous allons passer à ma prochaine sélection, c'était donc la Chrysina resplendens, qui est un coléoptère doré, vous allez voir, une sorte digne du coléoptère d'or d'Edgar Allan Poe, du scarabée d'or, ou aussi du petit coléoptère d'or qu'on peut attraper dans Animal Crossing. Et c'est vraiment donc un animal d'une grande beauté qui vit en Amérique du Sud, dans la canopée. C'est un animal nocturne, donc on a envie de le voir étinceler au soleil, mais ce n'est pas vraiment le cas. En général, il est plutôt caché la journée. Et on verra avec d'autres insectes, ces couleurs un peu brillantes sont une forme de camouflage aussi. Alors, l'intéressant avec ce scarabée, parce que bon, les collections sont des beaux animaux, mais en tant que scientifique, moi je suis toujours très intéressé, puis finalement la partie, quand on s'est plongé dans l'histoire et dans le temps et dans l'histoire des hommes. Et pour cela, on va regarder un peu les étiquettes. Alors ce coléoptère, il a des étiquettes intéressantes, c'est-à-dire que donc, bon, il était décrit, là, c'est pas sur les étiquettes, mais par un certain Blanchard, Adolphe Boucard, je veux dire, qui est un ornithologue, entomologue assez particulier, ou en couleur, qui a décrit notamment, donc il a vécu lui en 1870, comme ça, fin 19e, et il a écrit un petit livre qui était Méthode à portée de tous pour se faire 2000 à 5000 francs en s'instruisant et en s'amusant, ou Guide pour collecter, préparer et expédier des collections d'histoire naturelle. Donc bon, ce personnage a quand même vécu plus d'une quarantaine d'années à la fin du 19e siècle en Amérique du Sud, où il était particulièrement intéressé aux oiseaux, mais il vendait des plumes. Et donc voilà, maintenant, ce qui est intéressant quand on regarde les étiquettes, c'est que ce spécimen, donc, il a 3 étiquettes. Une étiquette qui dit donc col de bord, une autre où on voit qu'elle était dans le Chiriqui, c'est l'étiquette bleue, et puis une autre étiquette H. Staudinger 1883. Alors l'étiquette col de bord, alors là, il faut savoir que en fait, ce n'est pas une étiquette collecteur de bord, c'est en fait, ce spécimen provient de la collection de bord, c'est Prudhomme de Bord, et donc un scientifique belge, naturaliste belge, qui a donc vécu lui de 1833 à 1905. Il a été appointé en 1872 par le roi de Belgique pour faire une réelle collection entomologique et d'arthropodes pour le royaume de Belgique, qu'il fit passer de 80 000 spécimens à pratiquement 1 million de spécimens. Et donc en 1800, quand je regarde un peu la date, je crois que c'est en 1889, Monsieur de Bord s'est retiré au Grand Saconnet avec sa collection. Il est mort 4 ans plus tard. Et donc en 1800, après on a eu, donc sa collection nous est arrivée un peu plus tard au muséum et a rejoint les trésors du muséum. Alors, ce qui est intéressant aussi sur ces collections, on avait ce H. Staudinger. Alors, on se dirait, bon, si de Bord n'était pas le récolteur, alors ça serait peut-être ce H, peut-être Achille Staudinger. Mais non, Staudinger, en fait, c'est l'allemand Otto Staudinger, qui était plutôt spécialiste des papillons. C'était un célèbre vendeur d'insectes qui a vécu en 1830 à 1900. Et donc, c'est un achat de Bord fait auprès de ce Staudinger. Et on sait que ce Staudinger avait envoyé en 1878 un certain H. Rib, on le sait si on le cherche, j'ai fait les démarches pour essayer de retrouver ça un peu mieux, et puis il était justement allé chercher des insectes pour pouvoir les vendre au Chiriqui. Et donc ici on a ce spécimen, donc même si on n'a pas la date de récolte, on sait comme ça, on arrive à retrouver qu'il a été récolté vraisemblablement en 1878 donc, par M. Rib. Et donc ce spécimen, aussi beau et complet et magnifique qu'il est, a quand même 143 ans. Et voilà, c'était l'histoire autour de ce spécimen. Le prochain donc, est le Proculus de Gory. Alors le Proculus de Gory, c'est le plus grand des passalides, le deuxième plus grand des espèces. Donc il s'agit d'un spécimen, un coléoptère qui mesure environ 7 cm et demi. Donc celui donc le scarabée doré avait un peu plus qu'un centimètre. Celui-ci, on est vraiment sur une grosse bête. Les passalides les larves vivent dans le bois pourri, les adultes aussi se retrouvent là-bas dedans. Et donc c'est un spécimen qui est récolté en 1851. Qu'il appartient, c'est un animal du Guatemala, une espèce du Guatemala. Et elle appartenait à la collection du politicien genevois Georges Oltramar, donc 1816-1906, qui était membre du conseil administratif de Genève,
député au Grand Conseil, fondateur de l'Institut national genevois. Donc on a eu dans ces collections, on trouve régulièrement des noms, finalement des grandes familles de l'histoire genevoise qui ont fait Genève. Souvent, voilà, des médecins, des juristes, toute une série de personnes, des banquiers. Et c'est dans ces voilà, c'est une des profondeurs intéressantes culturellement au niveau de ces collections. Alors bon, il faut savoir que ce spécimen, donc ce passalite de Gory, il a été décrit donc par un Genevois qui était André Mély. André Mély, alors on va s'arrêter un petit moment dessus parce que c'est vraiment quelqu'un d'intéressant. Donc c'est le seul coléoptère que Mély a décrit. Mais Mély, donc lui, il était à la base, c'est un négociant originaire de Genève qui après être formé à Gênes est allé s'établir à Liverpool où il était négociant de coton et aussi dans les chemins de fer. Il avait une passion pour les insectes et notamment les coléoptères et il a monté petit à petit, je dirais plutôt quand même relativement rapidement, une collection d'une richesse extraordinaire et il invitait des coléoptérologues de son temps, les plus grandes sommités, à passer une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois chez lui. Pendant que lui, il allait travailler, eux s'occupaient de sa collection, regardaient, décrivaient des bêtes, il envoyait des gens, les récolter un peu aux 4 coins du monde. Sa collection, donc, elle a été riche d'environ 370 cadres et il a été considéré à son époque comme une des plus belles, si ce n'est la plus belle collection privée de coléoptères du monde, avec des spécimens qu'on trouvait donc dans aucun autre musée. Et elle a rejoint le musée en 1857, en 2 fois, en 1857 et en 1861, et elle constitue le socle de notre collection générale, dans laquelle petit à petit se sont raccrochées toutes les autres collections. Mély, malheureusement, donc, est mort en Nubie, dans la Haute-Égypte, entre la Haute-Égypte et le Soudan, de fièvre. Et donc, d'ailleurs, sa tombe, il n'a jamais été, on ne sait pas où il est exactement. Mais donc, c'est un grand personnage pour un grand genevois, je dirais, et pour l'entomologie et la coléoptérologie, c'était quelqu'un d'important. Et encore maintenant, dans sa collection, on retrouve encore des espèces soit très rares, soit pas encore décrites, ou c'est vraiment une source encore actuellement d'études et voilà. Et il a décrit aussi cette espèce donc, de Gory, il l'a dédié, cette seule espèce, il l'a écrit à Hippolyte Gory, qui est aussi, lui, c'est un entomologiste français, qui avait écrit en 1837, comme c'est 41, l'histoire naturelle des iconographies des insectes coléoptères. Donc c'est un des ouvrages les plus rares actuellement de l'entomologie. Il a aussi écrit en 1834 une révision du groupe des cétoines, les cétoines dorées, choses comme ça, des espèces très brillantes qu'on voit souvent, la cétoine des roses. Et donc, une collection qui a été rachetée par Gory, et, par Mély, et qui est déposée chez nous, et qui contient énormément de types, c'est-à-dire des spécimens sur lesquels ces cétoines ont été décrites. Et encore maintenant, donc régulièrement, 2 fois par an, je dois envoyer des spécimens ou envoyer des photos pour clarifier l'identité de certaines personnes. Donc, maintenant, nous allons passer à un autre spécimen qui est, voilà, on va aller un peu plus rapidement, le Petroniate gigas. Donc, il s'agit d'un scarabée longicorne géant africain. Cet animal est assez spectaculaire. Alors là, on est sur un autre type, on est du camouflage. C'est un coléoptère qui vit, donc les larves vivent dans les écorces d'acacia. Et ce coléoptère donc a une forme finalement qui se fond parfaitement, et un aspect qui se fond parfaitement sur les troncs de ces arbres. Donc ici, par exemple, cet exemplaire, donc il vient de la collection donc, du juriste et politicien genevois, donc c'était William Turrettini, donc 1810-1876, ainsi que son fils, qui est un orientaliste, François, 1845-1908, et puis la collection est arrivée au muséum en 1912. Donc voilà, encore un spécimen qui a été vu par des gens qui étaient donc des Genevois bien placés. Alors maintenant, on va passer donc à un autre type, le Chrysocroa ocellata. Donc là, on est sur des buprestes. Les buprestes sont des animaux chatoyants, comme vous pouvez le voir. Vraiment, les Anglais les appellent les jewel beetles, les coléoptères bijoux. Et pour cause, ce sont des coléoptères vraiment qui vivent, donc qui se nourrissent de plantes, qui vivent sur
dans la canopée des forêts tropicales, beaucoup en Asie, ce groupe-là. Très difficile à obtenir, ce sont des grandes bêtes, hein, plusieurs centimètres. C'est parmi, donc assez rare à obtenir, sont parmi des bêtes qui ont des coléoptères qui peuvent avoir une très très grosse valeur marchande entre spécialistes. Hein, c'est toujours c'est un marché de niche. Hein, mais si vous trouvez une personne au monde qui serait capable de vendre sa maison pour un coléoptère comme ça, mais si vous cherchez, vous pouvez trouver. Et donc, ce qui est intéressant avec, là on va regarder aussi un petit peu l'histoire de ce chrysoa, c'est que donc au niveau du camouflage, on voit ces côtés chatoyants, on se dit, oh mais comment les oiseaux doivent être attirés par ça? Et bien en fait, ces couleurs iridescentes font que pour les prédateurs, finalement, la lumière devient ça fait comme une sorte d'hologramme, un peu comme dans le film Predator, où on ne sait plus est-ce que l'animal est là, il n'est pas là. Et c'est une autre manière, contrairement à nous, où ils nous sautent aux yeux, mais finalement, ils deviennent un peu virtuels et très difficiles à repérer comme ça en nature. Donc c'est une forme de camouflage. Alors ici un autre, ici vous avez ici donc le chrysocroa de Paris. Donc lui, ce chrysocroa, alors il est intéressant. Moi je vais vous raconter sa petite histoire parce qu'on est bon voilà, il a été récolté au fin du XIXe siècle au Sri Lanka par un certain Hugues. Alors j'ai fait les recherches. Il y a toute une série de Hugues au Sri Lanka. C'est vraisemblablement, en fait, c'était une exploitation de plantation de thé. Et voilà. Donc, ce spécimen est arrivé, ce qu'on sait, c'est qu'il est arrivé en 1885 entre les mains du naturaliste André Théry, qui était donc un naturaliste lillois, passionné de Buprest. Et donc, voilà, il l'a acquis aux environs 1887. Et donc, ce dernier, il faut après, voilà, donc ce spécimen est allé de Sri Lanka à Lille. Après, alors là, il est allé de Lille, ce cher monsieur Théry, est allé s'établir en Algérie d'abord, en 1887, après en 1912 au Maroc, où il a vécu en fait jusqu'à son retour en France en 1934. Ce monsieur Théry, donc, a été fondateur de la Société notamment naturelle d'Amérique du Nord, de la Société des sciences naturelles du Maroc. Donc c'était un personnage qui a beaucoup fait pour l'entomologie de cette partie du nord de l'Afrique, des parties maghrébines comme ça. Et donc, il a eu à la fin une collection qui était pratiquement de 800 cadres. Après, donc, il a fait des échanges avec, et ce spécimen en faisait partie, avec Charles Mathurin-Nodier, donc 1851-1930. Et c'est le neveu de l'académicien et entomologue aussi Charles Nodier. Et la collection a été en grande partie après donc léguée à la Société entomologique de France après sa mort. Mais un lot de ces buprestes, dont celui-ci, finalement, et d'autres insectes qui n'étaient pas pareils, ils ont été conservés par la famille Nodier, ils étaient donc Corbière-Essonne, jusqu'à une vente aux enchères, donc qui a eu lieu en 1987. Tu as dit, oh, tiens, c'est quoi ces coléoptères du grand-père? Et là, c'est le cinéaste Patrick Bleuzen, qui est encore vivant. Donc, alors lui, Patrick Bleuzen, c'est celui qui c'est un des membres fondateurs de l'expédition et des films sur le radeau des cimes. Et donc, voilà, lui passionné d'insectes aussi et de Buprest. Il a échangé ce spécimen donc en 1800, c'était, que je regardais bien, en 2014. Non, c'est en 88. Il a eu un échange justement, heureusement, il l'a transmis par échange avec Thierry Lander, qui est un ancien président de l'Association entomologique de Genève, bon, qui est un jeune retraité, actuellement il est encore vivant, hein, mais qui a décidé à qui on a acquis la collection. C'était un passionné aussi donc, de Buprest, qui a fait une collection merveilleuse de Buprest, qu'on a pu acquérir à vraiment un prix très très intéressant. Et donc elle est arrivée au muséum en 1984, cette bête. Heureusement, parce que finalement, en 2010, il se trouve que M. Bleuzen était dans l'ouest de la France, où il y a eu sa maison est une de celles des maisons qui ont été complètement inondées par la tempête Xynthia. Il a perdu d'ailleurs toutes ses notes, il a pratiquement arrêté entomologie suite à ça. Et heureusement, ben voilà, ce spécimen, après donc, toutes ces péripéties, voici l'histoire de les 120 ans de ce spécimen qui a pratiquement fait le tour du monde depuis sa mort. Donc voilà, on va avancer maintenant sur un autre type d'insectes, parce que les insectes, je vais monter des gros, mais il y en a aussi des petits. Alors là, maintenant, on va passer à la Ptinella, c'est la Ptinelle délicate, Ptinella tenella.
Un tout petit coléoptère. Alors, il appartient à la famille des ptylides. Les ptylides, appelés aussi featherwing beetles, ce sont des coléoptères à ailes plumeuses. En fait, ce sont des coléoptères tellement petits que, vous voyez, on voit que l'étiquette. Hein, c'est ils sont des bêtes. La pinelle a à peu près 0,3 mm de long. C'est un animal entièrement constitué, hein, aussi complet que vous avez pu voir avec le passalide de gorille. Donc le voici. C'est un spécimen assez rigolo. En fait, ce qu'il y a de marrant, c'est qu'en fait, ces spécimens fonctionnels sont plus petits que certains unicellulaires. Mais alors il y a toute une manière, après la miniaturisation a été étudiée, comment se fait-il qu'on peut réduire autant la taille de son corps. Mais voilà, donc c'est dans ce groupe d'ailleurs qu'il n'y a pas longtemps, donc c'était en 2019, un entomologue, Michael Darby, a décrit une espèce dédiée à Greta Thunberg. C'était dans un tout petit insecte comme ça. Alors, nous allons passer maintenant à un autre coléoptère. Donc, c'est un coléoptère, l'osmoderme, le pic-prune. Il s'agit d'un coléoptère donc d'une autre faune locale, on va dire, en tout cas qu'il l'était. Et alors, ici, vous avez c'est un des plus grands coléoptères de Suisse, c'est du canton de Genève. Mais le truc, c'est que cette espèce, donc voilà, ce spécimen vient de la collection de Cierne, je veux dire, du pont de Cierne, et il a été récolté en 1923, sauf erreur. Or, depuis plus d'une cinquantaine d'années, on n'a pas retrouvé de cette espèce donc, sur Genève. Il faut savoir qu'il s'agit donc d'une cétoine, le pic-prune, donc aussi dans ce même groupe comme ça de scarabées, qui vit complètement, il passe tout son cycle de vie dans les cavités des vieux arbres. Où carrément, les générations se succèdent pendant des décennies dans ces cavités de vieux arbres, dans lesquelles il y a un petit peu de terreau, il n'en sort jamais. Excusez-moi. Et donc assez difficile de les repérer. Et suite après à l'entretien entre du parc arboré, que ce soit de la ville et de la campagne, les remembrements agraires, les vieux arbres ont souvent été éliminés et l'espèce avec. Récemment, donc, un collègue a retrouvé quelques élytres il y a une dizaine d'années, mais on ne sait pas, parce que les élytres donc, sont les ailes rigides des coléoptères, ça peut se conserver assez longtemps dans des conditions à sec. Vous voyez, comme la maison Phyla Torita, ça fait 220 ans hein, qu'on l'a en collection. Donc, avoir un bout, si les conditions sont secs, l'humidité n'est pas trop élevée, un bout d'insecte peut se conserver extrêmement longtemps. Donc, mais on ne sait pas trop, c'est difficile à savoir. Alors il y a tout un plan quand même de réintroduction, en tout cas de favoriser des habitats pour ces coléoptères en faisant des faux arbres creux ou des choses comme ça, en essayant de voir si peut-être ils s'y mettront. Il y a aussi, c'est assez rigolo, c'est que c'est des chiens, comme les chiens donc, policiers pour aller renifler la drogue ou les explosifs. Certains ont été dressés pour éduquer, pour essayer de sentir ce coléoptère qui heureusement a une certaine odeur assez forte. Et puis donc maintenant, il y a des recherches qui se sont essayées de trouver, même si on ne doit pas couper l'arbre, essayer de voir si le chien dit tiens, dans cet arbre, il y a eu ou ça sent le pic-prune. Voilà pour le pic-prune. Alors dans la même famille, donc, même sous-famille, on est toujours dans les, mais donc, on est dans les cétoines, les grands scarabéides, on va dire. Vous avez le Goliath, on va parler maintenant du Goliathus regius, le scarabée royal Goliath. Alors c'est un des VIP des coléoptères. Il s'agit d'un des coléoptères les plus lourds, vraiment très massifs. Dans notre collection, donc, nous avons un spécimen que nous avons acquis ici via la collection du scarabéidologue Rudolf Petrovitz, 1906-1974. La collection nous est arrivée en 1974. C'est un spécialiste qui a vraiment décrit vraiment des centaines de scarabées dont nous avons les spécimens de référence. Alors, il n'a pas décrit ce Goliath, par contre, il l'avait. Ce qui était assez intéressant, il y a un collègue, un amateur éclairé récemment qui s'est passionné justement des Goliaths, qui est venu voir en collection. Tiens, qu'est-ce que vous avez? Il dit, oh, comme il est gros! Et en fait, donc, ce spécimen a 11,4 cm. Moi, je n'étais pas au courant que dans le Guinness Book, le record officiel est de 11,5 cm, donc 1 mm de plus. Alors, d'après le spécialiste, en augmentant un petit peu la manière dont on prépare la tête,
On pourrait atteindre ce record, mais bon, il s'agit vraiment de quelque chose d'assez anecdotique. Mais bon, il s'agit d'un spécimen vraiment intéressant comme ça. Et voilà, donc bon, on a notre collection, soit dit en passant, notre collection de scarabées est très très bonne au point de vue international, mondial. On a une collection vraiment de tout premier plan et pas seulement grâce à la collection Petrovitz. Alors, une des autres spécialités de notre collection, parce que là on a parlé des choses anciennes, c'est que vraiment aussi, donc là, notre collection de coléoptères, et depuis maintenant plus d'une cinquantaine d'années, presque 60 ans maintenant, un accent a été mis par rapport aux entomologues. Le premier entomologue coléoptérologue employé par le musée, donc, qui était M. Claude Bezuchet, s'intéresserait beaucoup à la petite faune du sol, de la litière forestière et des petits coléoptères, des petits insectes. Donc il a d'ailleurs beaucoup intéressé, il s'est intéressé beaucoup donc, aux petits lides, comme vous avez vu, donc la ptinella, c'est un des rares à les avoir disséqués, extraits des organes génitaux. Et là, donc, par des systèmes donc, de tamisage de litière et de techniques appropriées, donc, qui a été étudiées à large échelle, tant en Europe, mais après au Moyen-Orient, en Orient, et ensuite dans les régions tropicales où ça n'avait jamais été fait. Donc, une quantité monstrueuse, une diversité monstrueuse a été révélée. Donc, voici un cadre dans notre collection. Là, c'est un cadre de psel affiné. Nous avons plus que 100 000 actuellement qui sont de spécimens de cette collection, de cette partie de la collection, de ce groupe. Alors de loin, évidemment, ça ressemble, pour des yeux non avertis, à des gens comme, disons, vous direz, ça ressemble à l'Eptinella, un bout de carton. En fait, mais non, c'est un groupe en fait d'une très très grande diversité. Donc rien que dans cette sous-famille actuellement de décrites, il y a 4 fois plus d'espèces que de mammifères. Et on en a probablement, nous, en collection, je dirais au moins environ 5000 à décrire. Mais il faut le temps, il faut le faire, il faut les spécialistes, et puis ce sont des savoir-faire qui se perdent. J'y travaille, mais j'y vais à mon rythme. Et donc voilà, donc ça c'est vraiment le point fort depuis les années 60, on va dire, du département d'entomologie et des coléoptères. Ça s'est traduit par des trouvailles intéressantes. Donc, une que je ne peux résister de vous montrer, donc, est le Serapeplus siamensis. Alors, il n'y a pas de nom commun. C'est en fait, moi je pourrais l'appeler le coléoptère chocolat, vous verrez à quoi il ressemble. Donc, il a été récolté, lui, par Ivan Lebol, qui est donc un coléoptère, aussi un conservateur. Il était chargé de recherche et conservateur pendant pratiquement 40 ans au muséum. Alors vous voyez ce petit coléoptère, donc lui il fait environ moins de 2 mm, donc vous le voyez comme ça ici avec un gros plan, il est exposé, il n'est pas en collection, celui-ci nous l'avons mis, par contre vous le voyez dans le livre, vous pouvez voir, et ce qu'il a de très particulier, vous pouvez voir, c'est vraiment sur le bord du corps, il a des sécrétions cireuses qui se replient comme ça sur lui, c'est le seul genre et le seul insecte à faire ça, comme ça, et c'est vraiment quelque chose de très particulier, on ne sait pas pourquoi, ce petit coléoptère se nourrit de champignons, il a été récolté donc en 1972, sauf erreur, dans le... Voilà, bon, Ivan, qui était donc mon professeur, l'a récolté en tamisant une vieille souche à peu près 1500 mètres d'altitude en Thaïlande, en forêt tropicale. Donc voilà, beaucoup de travail, de marche et de sang et d'eau pour l'avoir. Et puis bien sûr, pour le trouver, vous voyez, c'est petit, on a nos techniques, mais quand même, il faut se pencher dessus pour les avoir. Et puis donc... voilà, il était baptisé donc en 1988, celui-ci, donc, et c'est voilà, le coléoptère chocolat. Ça, c'est des photos que j'ai faites. Maintenant, on ne pouvait pas faire des photos aussi belles avant. Là, ce sont des photos faites vraiment binoculaires avec des photos composites. Voilà. Donc, parmi les découvertes du département d'entomologie ces 50 dernières années, et bon, là, je vous ai montré une bête spectaculaire, donc exotique. Spectaculaire, donc voilà, je vous dis c'est petit, mais nous, moi, c'est ce qu'il y a de plus beau. On a vraiment aussi une chose extraordinaire qui a été découverte, c'est par M. Bezuchet, donc le docteur Claude Bezuchet, en 1861, dans le vallon de l'Aller, dans l'actuel, donc dans la zone militaire actuelle, donc je crois que ça c'est un peu, c'est le plus, donc au Bayet. Tout à coup, en faisant un lavage de terre, il a découvert un tout petit animal, vous verrez, donc il est sous lame microscopique, une petite femelle, toute, 1,5 mm de long, 2 mm, voilà, bon, à quoi ça ressemble.
après l'avoir fait étudier par des spécialistes, donc en fait, elle a été décrite 2 ans plus tard, en 64, sauf erreur, ouais, 60, par Coiffet, donc c'est un entomologue français. Et donc, c'est la Paraleptusa de Genève, Paraleptusa genevensis. C'est un coloptère endémique, donc on ne trouve que à Genève. Et vraiment, il a été trouvé. D'ailleurs, il n'est connu que par ce spécimen. Alors, il ne s'agit pas d'un spécimen d'une espèce qui aurait été égarée, parce que vraiment, dans le groupe, c'est vraiment un groupe, donc ce sont des animaux aveugles qui vivent entre 20 et 40 cm sous terre, donc les couches, on va dire, profondes du sol. Et donc, incapables de voler. Et là, on ne sait pas, voilà, ce sont des distributions extrêmement restreintes. Et c'est donc l'espèce la plus septentrionale de ce genre, qui est plutôt diversifiée au bord de la Méditerranée, comme ça. Ça montre d'ailleurs que Genève a ce point, cette zone de transition entre la faune alpine, centre-européenne et donc méditerranéenne. C'est une des positions intéressantes du point de vue du naturalisme donc à Genève. Et voilà, donc cette Paraleptusa de Genève. Donc, et là, exceptionnellement, à l'occasion du 200e, donc on est très jaloux de ce genre de spécimens, on essaie de les protéger au maximum. Et là, je me suis dit que c'était l'occasion de la montrer aux Genevois. Donc, n'hésitez pas, c'est pas souvent qu'on la montre. Je sais qu'on n'y voit pas grand-chose, mais ça reste la vraie. Et saisissez l'occasion. Donc, voilà. Après, bon voilà, bon, parmi mes choses, moi, voilà, toujours dans ces recherches, la recherche active, moi je suis aussi dans ces groupes-là, donc toujours dans les psalaphites que j'ai montrés. Récemment, juste un petit clin d'œil, et puis après on va passer à des grosses bêtes. Donc voilà, le mois dernier, il y a eu voilà, une publication sur toujours des psalaphites récoltés par mes collègues, là c'était au Chili. Et donc, ce sont des Achillia, c'est un petit groupe très diversifié donc de spécimens de psélaphides. Et là, c'est un genre spécifique au Chili où on est en train de réviser, de faire de l'ordre pour comprendre comment s'appellent les espèces. Il faut savoir que quand une espèce n'a pas de nom, eh bien, elle n'existe pas pour les hommes, en fait. Elle vit, mais ensuite, donc là, il s'agit de comprendre qui sont les espèces. Ça fait partie de notre travail, pas seulement de s'occuper des spécimens, mais de leur donner de les étudier, de leur donner des noms, et puis de faire qu'on puisse les protéger éventuellement. Et puis là, bon, c'est tout un travail qu'on a fait cette année dernière. Et donc, vous pouvez voir que les noms, on les a choisis, on a choisi des noms, on va dire, appropriés. Une s'appelle Covidia, il y a une Pandemica, et la dernière, donc, c'était Quarantina. Et puis voilà, c'est un petit clin d'œil parce que ça fait partie du plaisir qu'on peut avoir. Donc, et c'était publié dans la revue Zoologie, qui est une des revues donc, publiées par le Muséum, qui a décrit énormément. C'est une des revues encore où il y a énormément d'espèces décrites où on révèle la biodiversité en leur donnant des noms. Et c'est vraiment une des choses, voilà, une des fonctions aussi. J'ai plus dans le livre, vous pourrez trouver, je l'ai plus en tête, le nombre d'espèces décrites par les Genevois, et c'est impressionnant. On est à presque, je sais pas, quelques pourcentages, voire 5%, si je me rappelle plus le chiffre, mais c'est impressionnant par rapport à la diversité globale de savoir que nous, Genève, finalement, eh bien, on a eu un tel impact sur la connaissance de la biodiversité et on continue à l'avoir et on espère que ça durera longtemps et que voilà, le Genevois aimera engager des entomologues comme moi et voilà, ma relève, je vote pour. Et donc je vais finir par un autre aspect donc quand même de notre travail qui est aussi, on a le muséum aussi, donc un service d'identification. Il y a des chercheurs donc spécialistes des mammifères, des papillons, des coléoptères, des punaises, des puces de canard, des fossiles. Et donc les Genevois peuvent nous amener des spécimens qu'ils ont trouvés pour voir ce que c'est. Et nous, dans la mesure du possible, nous donnons un nom. Après, voilà, notre rôle n'est pas de dire comment les éliminer. Nous sommes des biologistes, nous ne sommes pas des infesteurs. Et puis mais bon, c'est intéressant. Puis des fois, on trouve des choses intéressantes. Et là, en l'occurrence, là, c'est un spécimen, donc Titanus giganteus. C'est en fait une aventure assez extraordinaire qui m'est arrivée un matin. C'était en 2009. Tout à coup, je reçois un téléphone d'un désinfecteur qui dit écoutez, il y a une Genevoise qui m'a amené une immense blatte. Est-ce que je peux vous la montrer? Je ne connais pas. Je dis écoutez,
bon, je ne suis pas trop spécialiste des blattes, mais amenez, puis on verra. Il dit, bah ouais, la blatte, elle est énorme, 20 cm. Je dis, oui, il doit rêver, en fait. Et non, en fait, ce qui m'est arrivé, en fait, ce qui m'a amené, tout à coup, c'est ça. Et ça, ce n'est pas une blatte. Il s'agit du Titanus giganteus, qui est en fait un autre VIP, comme le Goliath, hein, des VIP des coléoptères. C'est le coléoptère dont le corps est le plus long. C'est donc de l'ordre de 18 cm. Hein. C'est vraiment une grosse bête qui vit en Amazonie. Pour la petite histoire, c'est assez étonnant que cette espèce, aussi grosse qu'elle soit, donc les mâles sont attirés par la lumière, les femelles beaucoup moins, donc les femelles sont beaucoup plus rares. L'espèce a une assez grande distribution en Amazonie. Mais par contre, les larves, on ne la connaît toujours pas. Mais bon. Et alors, ce qui est assez amusant, c'est que tout à coup, vraiment, ce spécimen est arrivé là-bas, et puis, amusant. Moi, je dis, oh, c'est curieux. Tout de suite, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe-t-il? Et puis, en fait, donc, en retraçant l'histoire, cette genevoise d'origine brésilienne était allée donc en décembre, pendant les vacances de Noël, voir sa famille à Manaus, au Brésil. Et au retour, je pense simplement qu'elle a laissé voilà, la valise de ses enfants ouverte sous une lampe. C'est la période d'émergence en fait entre décembre et janvier, février, justement de vol de ces animaux qui passent probablement 3, 5 ans à l'état larvaire, 3 ans on va dire, et puis juste ils volent pendant quelques mois pour s'accoupler. Et cette spécimen est tombée, heureusement, elle ne l'a pas écrasée, elle l'a un petit peu, bon, elle l'a un peu javelisé, mais pas grand-chose. En fait, en soi, il est relativement, je pense qu'elle a été bien courageuse. Bien sûr, elle a lavé 15 fois ses habits, mais bon, il n'y a aucun risque d'infection de quoi que ce soit. Par contre, bon, moi, j'ai perçu ça plus comme une sorte de grand chef Yanomami qui venait, parce qu'en fait, c'est un signe pour que cet animal arrive ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'il y a eu finalement ben voilà, des établissements, donc des gens qui sont dans l'Amazonie, on ne peut pas les empêcher d'être, hein, ils y vivent. Mais avec la lumière qui progresse dans la forêt, donc ça, c'est de la pollution lumineuse qui va jusqu'au cœur de ce poumon de la planète. Après, en l'espace de 2 jours, on peut passer du fond de l'Amazonie à Genève, donc c'est tout un mélange des faunes, et finalement cet animal n'aurait jamais dû arriver ici. Il est incapable d'y survivre, hein. Des animaux de cette taille ne peuvent pas survivre, il n'y a pas assez d'oxygène chez nous pour ça. Ils sont ces gros coléoptères, c'est pour ça qu'on les trouve seulement dans les forêts tropicales, c'est qu'ils ont une telle... ouais, structurellement, ils ont besoin de beaucoup plus d'oxygène, et puis chez nous, ils ne survivraient pas, ils ont des crampes tout le temps et tout. Et là, bon, finalement, le problème, c'est que... on bouge beaucoup et puis finalement on est dans une sorte d'homogénéisation des faunes, c'est comme un contaminant et c'est un signe en fait extrêmement alarmant de l'état de notre planète de voir qu'une chose pareille ait pu arriver. Et donc ce spécimen, qui est donc une espèce connue depuis bien longtemps, hein, le titre a été écrit en 1771, mais donc c'est le 6e qu'on a dans notre collection. Et il a sa place, entre autres, c'est cette histoire-là qu'il raconte, c'est qu'il a été récolté, lui, à Genève, et ce qu'il n'aurait jamais dû faire, et c'est un signe voilà, du mal de notre planète. Et voilà, c'est sur cette histoire, on va dire, pas forcément riante, mais que je vais m'arrêter, puis j'ai fait le tour un petit peu, si vous avez des questions. On a juste une question. Comment se fait-il que certains coléoptères développent des antennes très longues et incurvées? Alors, on va dire que les coléoptères se permettent un peu de tout. Alors, il y a des familles, comme justement, on a vu le Petroniata, qui lui a on les appelle les longicornes d'ailleurs, ils ont vraiment aussi des antennes très longues. Chez nous, on a le Cerambix, le grand capricorne, ça s'appelle comme ça. Alors, le mâle a des antennes beaucoup plus longues que la femelle. Capricorne, c'est d'ailleurs une espèce protégée. Avant, c'était un ravageur. On a un programme, on participe, le musée a un programme d'ailleurs de sensibilisation, de protection et de consolidation des populations de Cerambix de Grand Capricorne. Il faut savoir qu'il a disparu pratiquement partout en Suisse, sauf dans Genève intramuros, où on a une des plus grandes populations. Un animal quand même de 7 cm. Les gens disent « Oh, mais d'où vient ce spécimen d'Afrique ?» Et puis finalement, non, ce longicorne vient d'être un animal chez nous. On devrait, quand on le voit, on ne devrait pas en avoir peur, on devrait être heureux. On devrait tous savoir, bon là c'est un mégartrus, mais on devrait tous avoir un doudou en forme de longicorne à Genève, parce on devrait être fiers de ça. Mais pour revenir à la question de pourquoi, honnêtement, les antennes des coléoptères peuvent être très diversifiées. Souvent les mâles, par exemple chez les cétoines comme ça, ont des antennes avec des lamelles, ce qui leur permet
d'augmenter en fait leur surface de réception aux odeurs pour reconnaître les femelles. Pour les longicornes, on ne sait pas trop pourquoi il y a cette grande différence. Après, on peut avoir des spécimens qui ont, dans certains groupes, les antennes deviennent très très petites. Des fois, c'est simplement par exemple les groupes qui vivent parmi les fourmis, aux dépens des fourmis. Et ben, moins ils ont d'appendices, moins ils peuvent se faire arracher des choses. Et donc, voilà. Pas d'autres questions? Bon, ben, j'espère que cette visite donc des trésors des coléoptères que je vous ai présentés vous aura plu. Et n'hésitez pas à revenir les voir, ces bêtes de vos propres yeux. On ne les montre pas souvent. Et le livre aussi est donc à disposition à la boutique du muséum. Et venez voir et venez parler à la Paréoptisa de Genève. Elle vous attend. Au revoir.